Je dois aller chercher Tracy. Ah, oui, bien sûr. C'est pas sûr la semaine prochaine, je crois que ça pourra marcher, mais je suis pas encore certain. Tu me passes un coup de fil? C'est la poisse. Oh, excusez-moi. J'ai cru que j'allais pouvoir expédier cette paperasse en moins de 2 et j'ai pas vu l'heure passer. Je vous ai mis dans l'embarras? Non, pas du tout. Vous êtes certaine? Vous en faites pas pour ça. Tout va bien? Oui, c'était une bonne journée, tout à fait paisible. Ouais. Ah, la paperasse, tout ce que j'aime. Bon. Oh! J'ai voulu laver quelques draps et 2 ou 3 serviettes, mais la machine ne fonctionne pas. Oh, c'est vrai. Je voulais appeler le réparateur hier. Merci de me rappeler de le faire demain. En attendant, j'ai lavé à la main 2 ou 3 choses. C'est pas évident que ça sèche par ce temps. Vous n'avez pas à faire Oh, ce je genre suis de... là, je peux aussi bien me rendre utile. Merci. Vous êtes trop gentille. Je vous ai tout préparé. Au moindre problème, même chose que d'habitude. Et si vous allumez ce truc-là, c'est 50 de plus que vous me devez. Bonne nuit. À demain matin. À demain matin. Quelle est la plus récente des deux? Celle-ci. C'est une photo prise à l'école. Vous savez, ils font ça chaque année. Sur celle-là, elle est plus mignonne. Ses cheveux et tout le reste sont mieux. Elle a vraiment de très très jolis cheveux. J'en doute pas. Bien, Madame Hill, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous mettons les choses en route. Restez près de votre téléphone et dès qu'on la retrouve, on vous prévient. Et bien sûr, si elle revenait ici, vous n'oubliez pas de nous prévenir. Vous dérangez pas pour nous. Bonjour. Bonjour, chef. Que fait le sergent de service? Il prend son petit déjeuner. Demandez-lui de venir me voir.
Sergent Wells. Entrez. Rien de neuf au sujet de la fille? Non, chef. Ça fait déjà 16 heures, c'est beaucoup. Beaucoup trop. 16 heures d'obscurité, chef. Il nous faut la lumière du jour. Est-ce que l'inspecteur Frost est dans la salle de réunion? Non, chef, il n'est pas encore là. Il est au courant pour le briefing? J'imagine que oui, chef. Qu'est-ce que ça veut dire, j'imagine? Ou il est au courant, ou il ne l'est pas. Oui, chef, il en a bien été informé. Il a peut-être un problème avec sa femme, chef. Ah oui. Merci. Sergent, le seul dont vous relevez ici, c'est moi. Et non pas ce bon vieux Jack Frost. Oui, chef. Je suis désolée, vraiment désolée. Il y avait des embouteillages monstres. Comment va-t-elle? Ouais, ça va. Elle s'est réveillée 2 fois, c'est tout. Bon. Merci, je vous appellerai. Médicaments. Médicaments. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Asseyez-vous. C'est un beau rassemblement de troupes. Vous pouvez ouvrir la fenêtre. Bien, je ne serai pas. Nous avons les moyens en hommes. J'en profite pour remercier ceux qui ont répondu à l'appel, mais notre souci est que la nuit tombe vite. Nous avons des voies à fouiller, des étangs, un canal, des carrières, des maisons abandonnées, des chantiers, j'en passe. Mais il y a un endroit où un enfant peut être dissimulé. Nous nous devons donc d'être méthodiques. Rien ne sera laissé au hasard. C'est pour cela que j'ai confié à l'inspecteur Allen la responsabilité de l'opération. Je n'ai plus qu'à me taire et je lui passe le flambeau. Bien. Le temps joue contre nous, je serai donc bref. Madame Palmer? Oui. Bonjour, madame. Police de Denton. C'est au sujet de votre voiture. Nous l'avons retrouvée. Où ça? Dans le nouveau lotissement. Elle est abîmée? Non, elle n'a absolument rien. Des amateurs, à mon avis. Est-ce que vous voulez Mon que... mari, doit-il venir? Non, non, simplement vous. Ce n'est pas la peine qu'il se... À l'heure que vous voulez. Et si vous pouviez apporter un double des clés, je suis à vous dans 1 minute, monsieur. Mais vous ne me dérangez absolument pas. C'est ça, à l'heure qui vous conviendra. Vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Oh, excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, sergent, je m'appelle Barnard. Je suis l'inspecteur de police Clive Barnard et je dois me présenter au superintendant Mellette à 9h. Tiens donc, l'inspecteur Barnard. Le neveu du chef de la police en personne. C'est exact, sergent. Le neveu du chef de la police. Le superintendant Mellette est occupé pour l'instant. Je vous préviendrai quand il sera libre. Qu'est-ce que Mellette fait ici à cette heure de la journée? Il y avait un briefing sur la gamine disparue. Ah oui? On t'a pourtant prévenu hier soir. Non, ton café est froid. Il veut te voir, Jack. Dès que j'aurai bu un vrai café. Il a dit dès son arrivée. Qui a dit que j'étais déjà arrivé? J'ai lu votre dossier. Plutôt impressionnant. Et vous étudiez le droit? Je vous approuve. Moi, ça ne m'a pas fait de mal. Et si je peux vous aider, vous prêter des livres, ils sont tous là, comme vous voyez. Merci, chef, je vous en suis reconnaissant. Alors... On dit beaucoup de bien de Monsieur Allen. Je suis impatient de travailler sous ses ordres. Oui, mais nous avons un léger changement de programme, dirons-nous. L'inspecteur Allen dirige une enquête sur une fillette qui a disparu. Vous ne pouviez pas le savoir, c'est arrivé hier soir. Comme vous l'imaginez, il n'a pas une seconde à lui en ce moment, et donc, de façon tout à fait momentanée, et j'insiste sur le caractère temporaire de la chose, vous ferez équipe avec l'inspecteur en chef, Frost. Vous verrez, c'est un officier qui a énormément d'expérience. Certes,
Moins rigoureux que ne l'est l'inspecteur Allen peut-être, mais doté d'une solide expérience. Enfin, sa façon. Et puis votre oncle a une très haute opinion de lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est un peu notre héros local, si je puis dire. Vous le voyez souvent? Votre oncle? Poussez-vous de là, attention. Ne touchez pas à mon sandwich. Vous seriez bien aimable. Excuse-moi pour le briefing. T'es au courant de la situation? Joel m'a mis au parfum. On aurait dû la retrouver depuis longtemps. Bon, tu vas interroger la mère de la petite, d'accord? Tiens, c'est le rapport de leur visite d'hier soir. Oh. Et Jack, quand tu l'auras vu, tu me fais un rapport écrit, d'accord? Oh, et encore de la paperasse. J'en ai jusque-là, moi. Je veux un rapport écrit. Ton estomac te fait toujours des misères. Ah, des misères, c'est rien de le dire. Eh ben, tu fais comme moi. Tu évites les matières grasses. C'est ça, Jack. Comment ça va à la maison? Pas terrible. Prends des vacances. Allez, qu'est-ce qui t'en empêche? Pour faire quoi, Jim? Rester assis à la regarder toute la journée, je le fais déjà assez comme ça. À vrai dire, c'est insoutenable. Mais enfin, faut faire avec. Machine à laver, médicaments. Joe, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Barnard. On a dit de me présenter à l'inspecteur en chef Frost. Ah ouais. Pourquoi? Pour travailler avec lui. Eh bien, vous pouvez commencer par répondre au téléphone. Allez. Bureau de l'inspecteur Frost, inspecteur Barnard à l'appareil. L'inspecteur Frost est là? Oui, chef. Il est là. Oui, il y est. Qu'il vienne me voir, et sur le champ. Non, Bien, je suis chef. pas là. Je ne suis pas là, non. Il veut vous voir. Sur le champ, il a dit. Désolé. J'ai un petit conseil à te donner, fiston. En fait, j'en ai même deux. D'abord, tu me feras le plaisir de ne jamais dire à Molette que je suis dans mon bureau. Et secondo, tu évites les costumes qui pourraient donner envie à un ivrogne de s'exprimer sans vergogne. Entrez. Vous vouliez me voir, chef? Vous n'étiez pas au briefing. Pour quelle raison? J'ai eu un malencontreux empêchement, chef. Ah. Votre femme? Le démarreur de ma voiture. J'ai reçu une nouvelle plainte de la direction générale. Ah bon? C'est quoi cette fois? Une fois encore, vous n'avez pas transmis vos résultats mensuels. C'est marrant, chef, je m'en suis justement occupé hier soir. Envoyez-le immédiatement. Je le ferai si je ne l'avais malheureusement pas oublié sur la table de la cuisine. Que ce soit fait ce matin. Ah. Oui, mais ce matin, j'ai cru que vous préféreriez me voir participer aux recherches de la fille. Jacques, n'en faites pas trop, voulez-vous? Chouchou du chef de la police ou non, ne dépassez pas les bornes. Oui, chef. Comment tu t'appelles, fiston? Clyde. Eh bien, Clive, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas conduire. Allez. Donc, elle s'est rendue à ce club à côté de Saint-Marc, c'est ça? Elle y va toutes les semaines. Bien. Ils ont différentes activités. Ils jouent au ping-pong et des trucs comme ça. Et ensuite, je la rejoins à son club et on va manger un hamburger. Et puis parfois, on va au cinéma. Ça dépend de ce qu'on y joue. Servez-vous. À 3h30, c'est ça? Pardon? Vous avez dit aux policiers hier soir que vous la retrouviez à 3h30. Oui, normalement, c'est ça. Mais cette fois, j'ai eu un imprévu. J'étais en retard. Je suis allée partout, j'ai appelé tous ses amis, j'ai tout fait. Et le papa de la petite dans tout ça? Il connaît même pas son existence. Si je comprends bien, vous l'élevez toute seule. J'ai pas vraiment le choix, je crois. Il n'empêche, c'est ma fille, je l'aime. Vous n'êtes donc pas vraiment Madame Épée. L'alliance, c'est d'abord pour éviter les commérages.
C'est plus facile, c'est tout. Au fait, Linda, est-ce que nous pouvons jeter un petit coup d'œil à la maison, un petit coup d'œil à sa chambre? Juste un petit coup d'œil, il n'y aura pas de pagaille, c'est promis, hein? Il n'y en a pas pour longtemps. Tenez. Vous savez, je pourrais jurer qu'on s'est déjà vu quelque part. Non. J'en suis certain. Mais ça me reviendra. Reste pas planté là, toi, on n'a pas que ça à faire. Par où dois-je commencer? Commence donc par jeter un coup d'œil à la chambre de la petite. Et que je ne te prenne pas faire mumuse avec ses jouets. Il est gentil, petit Clive. Chef, vous ne croyez quand même pas qu'elle se trouve ici? Je suis prêt à croire à tout, cher inspecteur, et vous en ferez de même un jour. Si tant est que vous soyez encore là. Il n'y a rien dans la chambre. Dans la salle de bain? Rien du tout. Ça t'ennuierait beaucoup de m'ouvrir ça? Préservatif, ça fait combien de temps qu'on utilise ce mot? Et combien de temps quoi, chef? De mon temps, on disait contraceptif, une capote. Achetez-moi, sinon enfant. Et soudain, c'est un préservatif. Ouais. Étonnant. Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? J'ai encore quelques petites questions, Linda, ne vous inquiétez pas. Vous croyez qu'elle est morte, c'est ça? Vous pensez que je l'ai tuée? Asseyez-vous, ma petite dame, je vous en prie. Mais oui, je sais bien ce que vous croyez. Vous pensez que je l'ai tuée. Non, en vérité, je suis convaincu du contraire, mais il y a des choses qui doivent être vérifiées. Vous savez, Linda, il y a malheureusement des gens qui tuent leurs enfants. Des gens bien, des gens charmants, avec des enfants adorables. Et ils les tuent. Je suis désolée. C'est pas grave. Pourquoi étiez-vous en retard? Je veux dire, à la sortie du club. J'étais en retard, c'est tout. Je me demande pourquoi elle n'est pas rentrée ici. On aurait pu croire qu'elle allait revenir ici. À moins qu'il y ait eu une dispute, je sais pas quoi. C'est ce qui s'est passé? Vous vous étiez disputé? Non. J'avais de la visite. De la visite? Comment ça, de la visite? Oui, de la visite. Une visite amicale? Oui. Une amie? Non. C'était pas une amie. Il y avait un homme ici. Il n'y a aucun mal à cela. Comment s'appelle ce monsieur? J'en sais rien. Il y en a combien, Linda? De messieurs qui n'ont pas de nom? Quelques-uns. Pas beaucoup. Des réguliers. Si vous voulez. Et lui, c'est celui du dimanche. Ce qui explique que vous dites à Tracy de ne pas rentrer à la maison et d'attendre que vous veniez la chercher. Sauf que cette fois, c'était pas comme d'habitude. Il était en retard. En général, il arrive vers 2h et repart dans l'heure, ce qui me laisse largement le temps. Mais hier, son train était en retard, annulé ou je ne sais quoi. Il s'appelle Farnham ou quelque chose comme ça. Il est enseignant à Cranford. Je suis pas une traînée, quoi que vous en pensiez. Je ne suis pas une traînée. Vous n'avez personne pour rester avec vous, un proche ou un ami? Non, mais je vous remercie.
Je me rappelle où je vous ai vu. Vous êtes au contrôle du supermarché où je vais faire mes courses. À mi-temps. C'est tout ce qu'on m'a proposé. Ah. Donc, elle fait le tapin. C'est une semi-pro, si on doit la qualifier. Mais une fleur comme une autre. Tu réprouves? Non, mais moi, je comprends pas qu'on puisse... Non, je te parle d'elle. Élever une enfant dans des conditions pareilles, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de femmes comme elle aujourd'hui. Tiens, même dans un quartier comme ici, je pourrais t'en citer au moins 2 douzaines, et pas que des filles comme elle, des dames respectables, classe moyenne, qui se payent de cette façon les petits extras de la vie. Les temps sont difficiles. Clive, mon garçon, soit un petit peu plus charitable. On ne peut vendre que ce qui est disponible. En attendant, elle m'a piqué mes fichues cigarettes. Oh, à ta place, j'aurais tourné à droite. Je l'avais dit, non? Comment fait-on pour vivre quand on sait que son gamin est peut-être mort? Comment fait-on pour dépasser ça? J'en sais rien. Tu fais avec. Évite de passer trop près de celle-là. Tu la doubles à moins d'1 mètre et elle te bouffe ton rétroviseur. Vous la connaissez? On l'appelle la vieille Annie. Annie Stéphanopoulos. Il n'y a que les chats dans sa vie. Que les chats? Ouais, elle se promène un peu partout sur son vélo à la recherche de chats errants. Elle les nourrit, s'en occupe, et les emmène chez le vétérinaire qui se fait un plaisir de leur soigner leurs petits bobos. Il paraît qu'on t'a collé avec le vieux Jag, et tu t'en sors? Ouais, il est bien. Avec lui, tu peux dire adieu à ta vie sentimentale, je peux te le dire. L'inspecteur ne relâche pas ses recrues avant de très longues heures. Agent de police Wallace, inspecteur Barnard. Clive. Salut. Et c'est le neveu du chef de la police. Qu'est-ce que je vous sers, les gars? 3 thés, s'il te plaît. Mais est-ce que vous croyez qu'elle a mal ou non? Vous voulez que je sois là quand le docteur viendra? C'est toujours possible, la question ne se pose même pas. J'en sais rien, ce ne sera pas tôt, nous avons une gamine dans la nature. Je vous remercie, vous êtes adorable. Oh, au fait, j'ai dû oublier une enveloppe beige sur la table de la cuisine. Mettez-la moi en évidence sur l'escalier, ce sera vraiment gentil. Au revoir. Et prévenez-moi s'il arrive quoi que ce soit. Ouais. Merci, au revoir. Oh merde, cette foutue machine à laver. Le sergent Johnson vous fait dire qu'ils ont contrôlé tous les détraqués connus dans le coin. Et le seul qu'ils n'ont toujours pas réussi à coincer est Michael Hoskins. Mike le Barge, pourquoi est-ce qu'on voudrait le coffrer? Il semblerait qu'il n'était pas à la maison hier soir. Ça a dû faire plaisir à sa maman, elle a enfin eu l'occasion de changer ses draps. C'est quoi ça? Du bœuf. Du bœuf? T'as pas plus saignant? Il bouge encore. Entrez. Alors, on a de la veine, voilà votre type, patron. Il s'appelle Barry James Farnham. Il vit à Lexington et enseigne au lycée de Granford. Merci. Monsieur Farnham, excusez-moi de vous déranger. Brigade criminelle du district de Denton. Je suis l'inspecteur Frost et voici l'inspecteur Barnard. Juste un petit mot ou deux, si vous le voulez bien, monsieur. Je peux vous demander de me montrer votre carte? Absolument, vous en avez le droit. Exécution? Tu montres au monsieur ta jolie carte toute neuve? Mais qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Si c'est pour ma voiture, je n'en possède pas. Non, j'ai quelques petites questions, c'est tout. Pourquoi ne pas avoir attendu que je sois rentré chez moi? Parce qu'on nous a dit qu'on vous trouverait ici. Et parce que la nature de notre enquête ne nous permet pas de perdre notre temps à faire les marioles avec les civilités. Compris? Merci, monsieur. Connaissez-vous une femme du nom de Linda Uphill, monsieur Farnham? 17 avenue Selsdon à Denton. Non. Nous avons cru comprendre que vous aviez un petit arrangement rétribué avec elle. Je suis désolé, mais vous devez faire erreur. En tout cas, elle nous a dit que vous trouviez chez elle hier et ce après 14 heures. Donc, à la lumière de ce que vous dites, elle ne nous a pas dit la vérité. Et donc, si vous voulez bien nous suivre, je suis sûr qu'on va démêler cette histoire. On y va, d'accord? D'accord. Oui, je la connais, cette fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Pourquoi est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Eh bien, une femme de cette condition. Une femme de cette condition? Joliment envoyé, monsieur Farnham. Ce n'est pas d'elle, mais de sa fille qu'il s'agit. Tracy? Vous la connaissez? Non, mais Linda m'en a beaucoup parlé. Elle est très fière de sa fille. Et elle se fait beaucoup de soucis pour elle, car elle a malheureusement disparu. Donc vous auriez quitté l'appartement de Madame Peel à 3h30, vous pouvez le confirmer? Oui, en général c'est vers 3h, mais... Et vous n'avez pas vu la fillette? Non, comment je l'aurais vue? Linda fait très attention de ne pas mêler sa vie de famille à sa vie de... Vous l'avez quittée et vous avez filé à la gare? Non, je suis allé voir ma tante. Je lui rends visite tous les dimanches après que j'ai... Elle habite une sorte de résidence pour personnes âgées située au sud de la ville. Vos dimanches ont l'air d'une longue partie de plaisir, monsieur Farnham. On commence par un détour coquin chez Linda et ensuite on va prendre le thé chez Tata. Je comprends mieux la fraîcheur de votre teint. Son adresse? Écoutez, vous n'irez pas l'embêter, c'est une vieille dame qui a le cœur fragile. Je suis un spécialiste de vieilles dames au cœur fragile, soyez sans crainte. À part ça, le niveau se maintient-il à l'école? Oui, ça va. Ils sont plutôt bons cette année. Sûrement parce qu'ils ont un bon professeur. Je tâche de l'être. On gagne son fric d'une manière honnête. On est bon prof. Rien à redire. On n'y voit plus très clair, croyez pas, patron? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on arrête. Rappelez tout le monde. Ok, sergent, interruption des opérations. Ulcère perforant. Il sera absent 4 semaines au minimum. C'est donc à vous de jouer. Je me chargerai de la communication avec la presse, de la télévision et du reste. Vous dirigerez cette enquête, mais je ne veux pas que vous soyez sur le terrain. Je veux que vous soyez ici pour diriger les opérations. En remplissant de fichus formulaires. En terminant notre indispensable travail administratif, et vous les freinez sur les heures sup. C'est bien joli l'hélico et tout le reste, sauf que j'explose mon budget à chaque sortie. Je tâcherai de ne pas les laisser prendre l'avantage sur moi, chef. L'avantage n'est pris que lorsqu'on autorise qu'il le soit. Oh. Dites-leur bien que je vérifierai moi-même les rapports de chacun. Oui, chef. Comment ça se passe avec le jeune Barnard? C'est un bon élève? Il progresse. Ne lui apprenez pas l'école buissonnière. Allez, un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci, je suis pas là pour vous faire du baratin et ceux qui croyaient qu'ils allaient se la couler douce se mettent le doigt dans l'œil. On se la coule comment, alors? Fais gaffe, toi. Pardon, patron. Allez, on fait le point. Qu'est-ce qu'on a couvert? Les zones en bleu, patron. Et est-ce qu'on a des témoignages? Une quinzaine. Mais un seul nous paraît prometteur. Celui d'un type dans une voiture, qui est à peu près certain d'avoir vu la fillette s'éloigner de l'église Saint-Marc avec un homme et une femme. Une femme qui portait un manteau blanc de fourrure, un peu tape à l'œil. C'est ce détail qui l'a fait tiquer. Quelqu'un est allé au club de la gamine? Ça n'ouvre pas avant 7 heures, patron. C'est bon, je m'en charge. Et McLebar? Toujours rien, patron. Faites un saut à la bibliothèque, c'est une bonne planque. Et ça lui permet même de s'instruire. Oh non! Ok, t'es le meilleur. Ça fait 2 billets pour moi. Et c'est quoi cette histoire? On avait convenu d'une livre, non? Ça fait 1 livre pour la partie et 1 livre pour le tuyau. Oh, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? On double, sinon rien. Pile ou face? Face. Excuse-moi pour l'attente. Pas la peine d'effrayer ces pauvres petits en débarquant en bataillon rangé. On va où? Tu vas nous conduire au... Ah non, d'une pipe, j'ai encore oublié de m'occuper de la machine à laver. Tu nous conduis rue Ranelagh, au 108. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir là-bas? Une adolescente de 14 ans qui répond au doux nom de Marie-Louise Harding.
Tracy serait en admiration devant elle, elle la vénère comme une déesse. Et selon les dires de mon petit partenaire de tennis de table, la mère de Marie-Louise aurait un joli manteau blanc qui plus est en fourrure. Cette pauvre femme, j'ai vraiment de la peine pour elle. Je pense que je me tuerais s'il arrivait quoi que ce soit à ma petite fille adorée. Vous m'excuserez de ne pas éteindre le poste, c'est la finale interrégion du vendredi. On vous a dit que vous ressemblez à la présentatrice de On va danser. Elle me ressemble beaucoup. Fais pas cette tête d'enterrement, chérie, tu serais gentille. Oui, Dieu seul sait que j'ai pas eu beaucoup de joie depuis que son père est sur le continent. Il est dans les véhicules lourds, vous savez, et trop rarement où il devrait être. Ce qui explique que j'ai pris comme partenaire mon cousin Leslie. Je te fais grâce de tes considérations. J'ai bien envie d'une boisson chaude sans vouloir abuser. Bien sûr, messieurs. Un thé ou un café? Oh, un café fera notre affaire, n'est-ce pas? Tu seras un ange, Marie-Louise. Merci. Tu sors la belle cafetière, avec les tasses assorties, et non ces horribles mazagrans. Et c'est avec votre cousin Leslie que vous étiez hier après-midi? Exactement. Nous avons répété à Bishop Stortford. Tout bien considéré, je crois que je préférerais un thé. Ne bougez pas, je vais le lui dire. Tu as emprunté le manteau de ta mère, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Il suffit de te regarder. Alors? Alors, pourquoi ne pas nous avoir dit que tu avais vu Tracy hier soir? À votre avis? Parce que ta mère t'aurait engueulé pour le manteau. Bien raisonné. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de m'écouter. Il y a une gamine dehors, peut-être morte à l'heure qu'il est, alors crache le morceau et dis-moi ce qui s'est passé hier. Tracy est toujours collée à mes basques. Comme si j'étais sa sœur ou je sais pas quoi, et ça m'énerve. J'avais rencard avec un mec. Il est plus âgé que moi. Il est même vachement plus âgé. Voilà pourquoi je lui ai piqué son manteau pourri, puis des sous-vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, hier, quand on est passé devant l'église, elle était là à attendre. Je veux dire Tracy. Elle voulait savoir où on allait. Je lui ai dit que c'était pas ses oignons. On s'est retourné, elle nous suivait. Il s'est mis à me faire la gueule, à me faire des reproches, mais je pouvais rien faire d'autre. Elle fait ça tout le temps. Elle me suit partout où je vais. Mais finalement, on a réussi à s'en débarrasser. Et je l'ai pas revue depuis. Vous vous trouviez dans quel coin? À côté de la vieille forêt. Alors, c'est comme ça que tu te conduis. Ça c'est fait, ça c'est fait. Pas de machine. La machine à laver, fais-moi penser à les appeler demain matin. Oh, le voilà. Tu contactes le QG et tu te rencardes où ils en sont avec leurs fichues statistiques criminelles. Ensuite, tu sors le rapport du mois dernier. Tu y ajoutes tout ce qu'ils t'auront raconté et ça fera l'affaire ce mois-ci. Il n'y a rien de grave, je le signerai, c'est moi le responsable ici. Il leur faut seulement des chiffres pour faire joujou avec leur PC. Quand tu auras fini, passe me prendre à la cantine. Et vous l'avez eu comment, cette croix? Excusez-moi, je savais pas que quelqu'un de la division l'avait eu, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas courant qu'un flic ait la croix de Saint-Jean. Je le sais, fiston. C'est vraiment pas la peine d'être gêné. Il y en a d'autres que toi qui n'en reviennent pas, à commencer par moi-même. On vous a tiré dessus? 2 fois. Une balle dans la poitrine, qui a fait beaucoup de dégâts, et une seconde dans la tête. Vu mon absence totale de cerveau, celle-là, je l'ai pas senti passer. Et voilà comment on devient célèbre. Chaque fois que la presse raconte mes exploits, genre le gentil flic de quartier qui se tape à un prix de justice, ils mettent une note en bas de la page sur ma médaille. Pourquoi crois-tu que ton cher oncle m'aime tant, d'après toi? Ah, Dieu sait que j'ai pu flirter dans cette forêt. J'y ai même perdu ma virginité quand j'y pense. Ça s'est fait sous un pommier sauvage, avec le vague concours d'une jeune fille qui s'appelait Beryl Parkinson.
par terre sur son impair. Après ça, elle s'est engagée dans l'armée du salut. On arrive où si on continue? On arrive à une carrière. Je veux qu'elle soit fouillée dès le lever du jour. Vous m'organisez ça, Arthur? Allez, fiston, prends-moi ce truc. Oh, Arthur. Oui, Jack. Qu'un agent de police femme me retrouve chez Madame Appiel. Ok. J'avais cousu son nom dessus. Pour l'école. Ça n'a pas tenu plus de 5 minutes. Non. J'aurais souhaité vous apporter un autre genre de nouvelles, mais... Je le sais. Je le sais bien. Tenez, voilà vos cigarettes. Oh, c'est gentil. Écoutez, je crois que c'est une bonne idée si je demande à cet agent de police de rester cette nuit à vos côtés. Non. J'ai l'habitude d'être seule depuis que j'ai 15 ans. Ça ira, je vous le promets. D'accord. On y va. Il faut... ne jamais perdre espoir. C'est bien ça qu'on dit? Georges te fait dire qu'il a interrogé le petit ami de Marie-Louise, Philippe Carré. Oui, c'est l'ex-partenaire de danse de sa mère. Tu l'aurais cru? Je l'aurais cru, bien sûr. Transpirait à grosses gouttes, mais Georges est à peu près sûr qu'il est réglo. Il est rentré chez lui retrouver sa mère 10 minutes après avoir quitté Marie-Louise. Bien reçu, merci. Ça ne va pas ce soir? Non. Non, ça ne va pas du tout. Elle a formulé quelque chose à propos d'un certain Billy. Oui, c'est moi, Billy. Bill William. Mon épouse a toujours tenu à m'appeler par mon véritable prénom. Elle a même parlé d'un voyage. Oui, nous étions censés rendre visite à sa sœur. Elle vit aux États-Unis. L'endroit s'appelle Johnstown. Je vais vous faire un café avant de vous quitter. Merci. Jack, je crois que ça ne sera plus très long. On y est. Merci. Tu n'aurais pas envie d'un petit café par hasard? Je crois surtout que ta logeuse n'approuverait pas. Non, tu as raison. Moi, je n'ai pas de logeuse. Bonjour, patron. T'as vu un peu l'heure qu'il est? 8h moins le quart. Tu as une panne d'oreiller? Non, patron, mais comme on a fini très tard hier Ce soir, sera fini que lorsque nous aurons fini cette enquête. Nous sommes d'accord? Et puis, je m'ennuie tout seul ici. Goûte ça, je crois que le lait a tourné. J'ai fumé une cigarette hier soir, une seule petite clope, mais je peux te dire que je ne suis pas fier de moi. C'est quoi ça? Vérifier, Tata, ça veut dire quoi? Farnham. Il a dit qu'il était avec sa tante. Bravo. À toi de jouer. Tu prends la voiture et tu fais une visite de courtoisie à Tata. Et ensuite, tu viens me retrouver dans les bois. C'est une proposition, hein? Tu as apporté tes bottes? Non, évidemment que non. Tâche d'en emprunter une paire. À plus tard. Secteur, il nous faudrait, disons, 2 jours au minimum. Et d'ici là, même si la gosse est tout simplement perdue, j'ai bien peur qu'elle ne soit plus de ce monde, la pauvre cocotte. La maison de la vieille Annie, on l'a fouillée? Oui, ça a été fait hier. Il n'y avait rien à part ces maudits chats de gouttière. J'ai l'impression qu'elle en a ramassé de nouveaux. Mon Dieu, quel dépotoir.
Paraît qu'il y a un colloque de VIP dans votre coin. Bonjour, messieurs. Vous n'avez rien pour moi? Désolé, Sandy, je ne suis pas autorisé à parler à la presse. J'applique les ordres du vénérable inspecteur général Oberführer-Müller. Je vois que les plongeurs sont de sortie. On ne peut vraiment rien lui cacher à ce charognard. C'est un œil de lynx. Bon, je me suis donné la peine de venir. J'espère qu'elle est au fond. Encore des écolos qui font un pique-nique. Ils en ont retrouvé un qui venait de chez Mark et Spencer à l'aéroport de Malaga l'année dernière. Ça vous laisse pas rêveur, messieurs? Et maintenant, faut que je vous quitte. On reste en contact, George. Ok, patron. Ne bouge surtout pas, fiston. Ce serait de la pure folie. Ne sors surtout pas de cette voiture. Sinon, ton joli costume va être tout sale. J'ai vu la tante. Elle m'a confirmé ce qu'il nous a dit. Si vous saviez comme il est gentil, il ne rate jamais un dimanche et il est toujours affamé quand il arrive ici. On fait une croix sur lui? Ouais, on peut le faire, patron. Ouais. C'était pas un bon suspect, de toute façon. On y va. On va où? Oh, on rentre au ranch? Non, attends. On va aller dire un mot à Annie. Pourquoi ces questions? Je vous le répète, Annie, parce qu'elle a disparu, cette gamine. Non. Vous n'avez donc pas vu? Bien, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Pourquoi vous les empêchez pas de venir m'embêter ici tout le temps? Pourquoi vous dites que pour les enfants c'est pas la même chose? C'est pas pareil quand ces schnappants viennent ici et qu'ensuite ils me traitent de tous les noms? C'est pas pareil quand ils lancent des cailloux et qu'ils font du mal à ces pauvres créatures de Dieu? Oh, mais est-ce que dimanche vous avez vu l'un d'entre eux ici? Un enfant, je veux dire. Un simple oui ou non suffira, je n'ai pas besoin d'un discours. Aucun enfant. Donnez-moi une livre. Bon, donne-lui une livre, tu veux? Pourquoi? Pour acheter des boîtes. Elle est aussi facile qu'un kiko, oui. Et vous avez vu l'état de la cuisine? Regardez-moi, je suis couvert de poils de chasse, une infection. Je t'avais pourtant bien prévenu pour ton costume. Ronan, Mikey et Hoskins sont là, patron. Bon. Vous aviez vu juste. Ils se trouvaient à la bibliothèque, au rayon des curiosités insolites. Enfin bref, nous avons discuté. Vous allez adorer la suite. Il a dit qu'il ne pouvait pas avoir agressé une fille ici à Denton dimanche après-midi. Parce qu'il était justement en train d'en agresser une dans un cinéma situé à Lexton. J'ai appelé les gars du coin et ça concorde. À 5h30, une fille est venue déposer une plainte. Il doit avoir envie de se disperser, notre Michael. Jack, téléphone, c'est urgent. J'arrive, merci. Eh ben, il ne manquait plus que ça. Allez, dégagez-moi ça, je veux voir la suite. Ne restez pas plantés là, vous autres. Je vous rappelle que vous avez une petite fille à retrouver. Arthur, fait activer les troupes. Allez, tout le monde au boulot. Le docteur arrive bientôt, chef. Le docteur? Ah oui, comme si on avait besoin d'un médecin pour constater qu'il est mort. Arthur, découvre-lui la poitrine des fois que notre génie médical veuille se mettre à l'ausculter. Qui est le responsable ici? Ah, Jack. Je l'aurais deviné. Bonjour. La prochaine fois que vous me convoquez pour une sortie en forêt, débrouillez-vous pour qu'il fasse beau temps ce jour-là. Bon, jette un coup d'œil. J'arrive un peu tard, semble-t-il. 1 heure plus tôt, je le sauvais. C'est qu'il a réussi à me pincer le nez quand j'ai voulu lui faire du bouche à bouche. Alors, cher docteur, ça remonte à quand? Ben, je ne suis guère mieux placé que vous. Des années, une dizaine, une vingtaine, peut-être davantage. Faudra montrer ça à vos petits gars. Une moitié de bras, une chaîne rouillée, ils vont se régaler. Je dois vous laisser. Je vous envoie mon rapport. Votre rapport? Quel rapport? Vous n'avez rien Parce fait? qu'il vous faut un pathologiste, Jack. Il dirait qu'il va pleuvoir. Si vous ne m'en voulez pas, je lui enverrai directement. Au revoir. Au revoir. Jack? Ah, quoi encore? Oui.
Il y a des avions qui se sont écrasés par ici pendant la guerre. J'en ai aucune idée, pourquoi? Ça ressemble au genre de boîte qu'on utilisait pour les messages confidentiels, enchaînés au poignet du courrier. Il a peut-être été éjecté lors de l'explosion de son avion, je sais pas moi. On pourrait se renseigner. Pourquoi pas? On n'a rien d'autre à faire. Allô? Allô? Madame April, Oui? si vous voulez revoir votre fille, trouvez 1000 livres en billets usagés et restez près de votre téléphone pour recevoir mes instructions. Un seul mot à la police et elle est morte. Il n'y a rien de bien extraordinaire, j'en ai peur. Tout ce qui pouvait l'être s'est décomposé. Nous en sommes donc réduits aux seuls objets métalliques. Nous avons tout d'abord une fermeture éclair, ensuite une paire de boutons. Et ça, c'est ce qu'il nous reste de sa montre, une montre poignée, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et bon marché avec un mécanisme à ressort. Quelques pièces de monnaie. Ah oui, elles datent de quand, ces pièces? Regardez, ces 2 shillings ont été mis en circulation en 61. Je crois que tu peux faire une croix sur ton avion, Clive. Je vous demande pardon. Oui, l'inspecteur croyait que notre homme avait été tué pendant la guerre. Ah, je vois. Et ça, qu'est-ce que c'est? 2 petites clés de tiroir. Ensuite, une plus grosse que je n'identifie pas, et celle-là. Une clé d'appartement qui n'est malheureusement pas numérotée, le tout se trouvant en bon état, ce qui est très surprenant vu l'âge. Pas de clé de voiture, alors? Non, aucune clé de voiture. Et ce machin, c'est quoi? Des bouts de fer de chaussures, enfin ce qu'il en reste. Je vois. Bon, si on passait au plat de résistance, maintenant qu'on a fini avec les amuse-gueules. Ce qui signifie? La boîte. Ah, la boîte. Oui, eh bien, nous avons réussi à l'ouvrir. Et... Un bide, je crois qu'on peut le dire. Monsieur Garwood va vous recevoir dans une toute petite minute. Il n'est pas permis de fumer dans cette salle. Désolée. Madame Peel, entrez donc. Vous devez être très inquiète. Je suis désolé. J'ai besoin d'argent. Oui, quelle somme? 2000 livres. Linda, vous n'avez sur votre compte que... Je veux 2000 livres, Ronald, et je les veux tout de suite. Je ne veux pas que vous me demandiez pourquoi. Et je veux que personne en dehors de vous et moi ne soit au courant. Mais je ne suis qu'un adjoint. Comment voulez-vous que j'arrive? Je veux 2000 livres, Ronald. Et si je dois les attendre, j'irai parler à celle qui est votre compagne depuis 10 ans et je lui dirai en quoi consistent vos soi-disant dîners du jeudi soir. Je suis sérieuse, Ronald. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Non, je ne sais pas à quelle heure ma journée se termine. En plus de tout le reste, je dois l'aider à falsifier son rapport de résultats pour les budgets. On devrait peut-être remettre ça, non? Quand t'arrives, tu arrives. Je te passerai un coup de fil. Inutile. Quand t'as fini, tu viens. À ce soir. Chef. Selon toi, qu'est-ce qu'il pouvait bien fabriquer avec une boîte vide attachée à son poignet? Eh bien, peut-être qu'il avait déjà livré le contenu de la boîte. Et pourquoi l'avoir alors conservé à son poignet? De surcroît verrouillé. Non, je suis d'avis qu'il a dû avoir de gros soucis. Mais ne te fais pas de moron pour lui. Toi, tu restes ici et tu nous évites un ulcère en mangeant bien tranquillement ton gâteau. Et moi, pendant ce temps-là, je vais reprendre mon rôle d'Hercule Poirot de service. Jack. C'est une chouette fille, l'agent de police Hazel Wallace. Elle est même brillante, alors évite de faire l'idiot avec elle. T'es au courant pour mon squelette? Ouais, une histoire tranquille comme tu les aimes. Allô? Vous avez l'argent? Oui, je l'ai. Vous n'avez rien dit à la police? Non, rien du tout. Parce que si vous l'avez fait, Oh, croyez-moi, je vous en supplie. vous aurez la suite de mes instructions plus tard dans la journée. Et elle, ça va? Dites-moi comment va ma petite fille. Plus tard dans la journée. Bonjour, Monsieur Powell, comment allez-vous? Oh, vous êtes... Je suis confus, excusez-moi. Madame Fischer.
Mais oui, bien sûr, Madame Fischer. Et comment va Madame Poel? Son état n'est pas des meilleurs. Il s'est considérablement détérioré depuis que vous... Je l'attendais justement, il est en train d'avoir sa séance de soins. Vous lui ferez toutes mes amitiés. Ils vous ont dit quelque chose? Non, rien, juste qu'on l'avait conduit d'urgence ici. Mais pourquoi est-ce qu'il s'acharne? À quoi bon quand il n'y a plus rien à faire? On pourrait au moins lui fiche la paix, non? Il est hors de question que je reste toute la journée à attendre ici. Si au moins je savais ce qu'ils veulent. Eux, c'est une chose, Jack. Mais vous, que voulez-vous? Monsieur Frost, téléphone. J'ai toujours le don de me trouver une excuse. Regardez-le, une bonne petite toilette et il est beau comme un sous-neuf. Pardon? Ah oui, sa mère serait certainement fière de lui. Regardez bien ceci. Cet os n'a pas été mâché ni cassé par quelque animal que ce soit. Il a été délibérément sectionné avec une hache. Avant ou après le décès? Ce n'est bien sûr qu'une simple hypothèse, mais je serais tenté de dire peu de temps après, la décomposition n'étant pas encore avancée. À mon avis, si on lui a coupé le bras, c'est pour lui ôter sa chaîne. Mais elle était encore sur son bras. Il est possible que celui qui l'a coupé ne l'ait pas coupé assez bas, ne pouvant ainsi remonter le bracelet vers le haut du membre sectionné. La victime était probablement bien en chair, si ce n'est davantage. Essayez de remonter votre bracelet-montre. Vous serez coincé à la moitié de l'avant-bras. Oui, mais comment vous expliquez qu'on coupe un avant-bras pour récupérer une boîte vide? Dites donc, c'est vous l'inspecteur, que je sache. Et je suis extrêmement surpris que vous n'ayez pas remarqué la chose la plus importante. Effectivement. Et voici le responsable de la chose. Une balle de pistolet. Nous l'avons trouvée dans le crâne après l'avoir nettoyé. S'il y avait quoi que ce soit de nouveau, je vous en aviserai évidemment. Au fait, comment va l'inspecteur Allen? Vous n'imaginez pas comme cela m'a consterné. Imaginez que ça m'a concerné 2 fois plus. Police de Denton. Est-ce que je pourrais avoir l'officier chargé de retrouver Tracy Up et la fillette disparue? C'est l'inspecteur Frost qui est responsable des recherches, mais il n'est pas là pour le moment. Si vous voulez bien ne pas quitter, je vais... Dites-lui que la mère de la petite a retiré une forte somme. Monsieur Garwood, Monsieur Hudson désirait vous voir. Ah oui. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'il avait entre 35 et 40 ans et mesurait entre 1m75 et 1m80. Il a reçu de nombreux soins dentaires, ce qui pourra peut-être nous aider. Ah ouais, il s'est cassé la jambe gauche environ 5 ans avant de mourir. Et au sujet de cette fameuse boîte, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh bien, c'est une boîte très solide. Il n'y a aucun doute possible sur son utilisation. C'est le genre de choses que les sociétés de surveillance utilisent quand elles convoient d'importantes sommes d'argent. Ils ont pu identifier le nom du fabricant, qui est en l'occurrence Smith & Curtis. Ils étaient spécialisés dans les coffres forts et les boîtes blindées en tout genre, vous savez. Ils étaient? Oui, la boîte a fait faillite en 69. Il n'empêche, je pourrais aussi consulter les registres des personnes disparues entre 1955 et 1961. Mais ça prendrait du temps de tout éplucher. J'ai donc laissé le mot à la presse locale, histoire qu'ils nous trouvent quelque chose. Une dernière solution consisterait à le remettre sous terre et d'attendre des temps plus calmes pour le ressortir. Allô? Vous n'avez parlé à personne? Non. Vous voyez le terrain de cricket à côté du terrain communal? Je vois, oui, je vois. Il y a une cabine téléphonique, juste après le carrefour. Ce soir à 8 heures. Vous mettez l'argent dans votre sac et vous y allez. Vous allez là-bas. Vous attendez près de la cabine, je vous y appellerai pour vous donner mes instructions. Tu as raison, ma petite chérie. De quoi j'ai l'air? Je fais l'imbécile avec de vieux os quand toi tu es... Dieu sait où. Et qu'est-ce que je vais raconter à ta maman? Qu'on fait tout notre possible. Elle doit sauter de joie, évidemment. Il va bien falloir que je lui parle, ça c'est sûr. Si c'est pour m'apporter encore un dossier, c'est pas la peine. Brûlez-moi ça. Pour le coup de téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Quel coup de téléphone? Il y a une note quelque part sur votre bureau. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette note? La voilà.
Quelqu'un vous a appelé pour la disparition de la petite. C'était un appel anonyme. Simplement dit, dites-lui que la mère de la petite a retiré une forte somme, puis est raccroché. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé plus tôt? Ça fait je ne sais combien de temps que cette note traîne ici. Si vous rangiez votre bureau de temps à autre, vous seriez capable de retrouver vos affaires, à défaut de retrouver l'enfant. Et le pire, c'est qu'il a raison. Allô? Oui. Oui, il est là. C'est votre copain, Sandy Longford. Je t'écoute. Arrête! Tu vas la lâcher, oui ou merde? Lâche-la! Bon. J'ai consulté les archives, comme tu me l'avais demandé. Et ce que j'ai retrouvé, je te donne fière chandelle, et mon plus beau coup depuis de longues années. J'en ai au passage profité pour le vendre à plusieurs quotidiens. Santé. Tu t'en souviens, toi et moi, on était des gamins en ce temps-là. 61. Que je me rappelle, élection de Kennedy, Gagarine, premier homme dans l'espace, le mur de Berlin... Ouais, Tottenham réalise le doublé en battant Leicester 2-0 en finale. Allez, mon vieux, venons-en au fait. Felton, il était caissier. Employé à l'Eastern Counties Bank, situé à High Street. 26 juillet 61, il quitte Denton dans une voiture qui est conduite par un jeune employé, Ronald Garwood. Destination, leur succursale située à Exley, trajet 11 km, et comme bagage, 40 000 livres dans une caisse étrouillée qui était enchaînée au poignet de Felton. La voiture n'est jamais arrivée. On l'a retrouvée sur un chemin bien loin de l'itinéraire. Garwood a été retrouvé inconscient, et si sévèrement frappé à la tête qu'il ne se souvient toujours plus de rien. Quant à Felton et le fric, on n'en a plus jamais eu de nouvelles. Et la famille? À part sa femme qui s'est remariée à un ricain, il n'avait aucun parent. Tu as dit que ce... Comment s'appelle-t-il? Garwood ne se souvenait plus de l'événement. J'ai appelé la banque, il y travaille toujours. Je lui ai parlé il y a à peine une demi-heure, et comme tu peux l'imaginer, il était plutôt étonné. Oh, j'ai bien tenté de recueillir le témoignage du directeur, mais là, j'ai essuyé un refus. En tout cas, tu m'as fait une fleur sur ce coup. Je n'oublierai pas de t'inviter à bouffer au resto, un de ces quatre. Ah. Oui, j'écoute. Oui, je vais vous le passer. Il faut que je rentre chez moi. Demain, ma petite dame. Demain, vous pouvez rentrer chez vous. Non, il faut que je rentre tout de suite. Je dois être chez moi pour le prochain coup de téléphone. C'est le marché qu'on avait conclu. Elle est peut-être là-bas en train de m'attendre. De m'attendre. Patron, on a retrouvé son sac. Alors? Mais il n'y a plus rien. C'est du fric que tu parlais? Non, du fric et du reste. Quelle belle ordure. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a rien dit? Parce qu'elle avait la trouille, voilà pourquoi. C'est stupide ce qu'elle a fait. Avoir une intelligence aussi remarquable que la tienne n'est pas donnée à tout le monde. Seulement c'est dommage que 9 fois sur 10 tu oublies de t'en Au servir. sujet de la dame, un homme vient de nous appeler, mais il n'a pas laissé son nom. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si on la gardait ici. Et vous avez dit oui? Oui. Tu vas te chercher un homme en renfort, tu fonces chez elle et tu me surveilles ça de l'extérieur, merci. Mais on en a appris qui? Kidnappé, mon œil, celui-là. T'en as déjà vu, toi, des ravisseurs qui fauchent sa petite monnaie à une femme et en priment les clés de chez elle. Désolé, mais pas moi. Et à tous les coups, cette petite ordure qui sait maintenant qu'il n'y a personne à la maison, non content d'avoir empoché ses 2000 livres, va débarquer chez elle et lui piquer je ne sais quoi encore. Plus ils sont minables et plus ils sont cupides. Et la cupidité est le plus vilain des défauts, fiston. Bon, tu le laisses pénétrer chez elle. Tu ne l'arrêtes qu'une fois qu'il en sort, lesté de tout ce qu'il aura fauché, et quand tu en as fini avec lui, tu viens me faire signe. Je dois rester ici, j'ai une visite à faire. Oui, mais... Je t'en supplie, ne me pose aucune question. Dépêche. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, je vois. Peut-être que j'aurais dû faire la même chose. Je vous avoue que je me suis fait prendre un improviste. Ces gens-là ont l'art de la chose, vous savez. Et je suppose que nous allons devoir à nouveau répondre aux stupides questions des enquêteurs. Ce sera encore inutile, et Dieu seul sait à quoi rime tout ça. Oui, je le ferai, je suis vraiment désolé. Oui. Au revoir.
tabac, l'alcool. Je te dis pas comme j'en ai abusé. Sans blague. Et puis un beau matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, Howard, c'est quoi le sens de ta vie? Et alors, c'est quoi? C'est ce que je me suis dit. Ouais, je vois. Je veux dire, et ton corps, qu'est-ce que t'en fais? Ouais. Tu l'as eu? Il est au poste. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, pour votre femme. Ils me l'ont dit à l'accueil. Désolé. Je n'en savais rien. Il n'y a aucune raison que tu sois au courant. Bon. C'est pas le tout. Il faut y aller. Et c'est au moment où je quittais la maison que les officiers de police m'ont interpellé. Ce qui est arrivé à Madame Peel est un accident. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai profité de l'occasion pour avoir de l'argent facilement. OK? OK. Vous me signez ces 2 feuilles, s'il vous plaît, là et là. Et là aussi, Monsieur Brennan. Il est maintenant 23h45 à ma montre et l'interrogatoire de Darren Brennan est déclaré conclu. Merci. Je la trouve un peu légère, cette phrase. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je me suis un tout petit peu renseigné sur vous, jeune homme. Vous n'êtes pas du coin et je n'avais donc pas eu le plaisir de faire votre connaissance. Ou plutôt, devrais-je dire, la connaissance de votre casier judiciaire. Mais ne pas faire de mal aux femmes est une valeur qui ne semble pas faire partie de votre philosophie. Elle m'envoie toujours balader. Oh, je comprends très bien ce que vous voulez dire, jeune homme, que les femmes sont uniquement sur Terre pour que nous autres, les machos de service, puissions leur casser la gueule depuis la nuit des temps. Quoi d'autre? Ah, allez, mon vieux, c'est par là que ça se passe. Faites en sorte que ce salopard de Brennan puisse piquer un bon roupillon. Je veux qu'il soit en pleine forme quand demain je vais lui faire sa fête. Demain matin, 1e heure, tu téléphones à la banque et tu m'arranges un rendez-vous avec ce foutu Garoud. D'accord, patron. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais chez moi. Tu as terminé ce rapport sur nos résultats mensuels? Non, pas encore. Eh bien, tu le termines, mon garçon. Excuse-moi, fiston, je suis pas au mieux ce soir. Allez, faut aller faire dodo. T'es à moitié mort. Vous lui dites de passer me prendre à l'entrée de l'hôpital dans 20 minutes. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que ça va? Aucun changement. Quand on m'a dit que vous étiez ici, j'ai cru que... Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas pu supporter de rester seul à la maison. Vous êtes chargé de cette affaire de squelette? Oui, et j'en ai jusque-là. C'est plutôt étonnant que plus de 30 ans après, on le retrouve. Il n'y a rien que l'on puisse enterrer pour l'éternité. Tâchez de vous en souvenir. Je connais Monsieur Powell. Je l'ai même vu ici, pas plus tard qu'hier, c'est drôle. Powell? Ah, le directeur de la banque à la retraite. J'ai soigné sa femme pendant un temps. Elle a une terrible maladie.
La maladie d'Alzheimer. Il est la seule présence qu'elle tolère. 24 heures sur 24. Comment fait-il? Je n'en ai aucune idée. Mais quelle patience. Pardon. Attends, chérie. Je vais t'apporter ta tasse de thé. Bonjour, patron. Bonjour. Ah, j'ai appelé la banque. Garwood n'y est pas aujourd'hui. Et où est-il? Ils n'en savent rien. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Il s'en va normalement à 8h30 pile. Ils ont vu quelque chose hier soir? Ah, ils sont rentrés qu'à minuit, mais ils ont remarqué qu'il y avait de la lumière chez lui. Ouais, et il y en a toujours. Il n'est pas au boulot, il ne répond pas au téléphone, sa voiture est toujours au même endroit, et le journal encore dans la boîte aux lettres. Conclusion, j'ai comme l'impression que toi et ton joli costume, vous allez passer par la fenêtre. Merci. Tiens. Moi, je suis pour la chasse au gaspille. Ne tâche pas le parquet tout propre du monsieur avec ton sang. Tu seras gentil. Patron? Je suis là. La maison a été retournée, on dirait. Oui. Et lui et moi par la même occasion. Je dirais qu'il a été tué presque à bout portant. La balle est donc logée dans le crâne quelque part, je vous la récupérerai quand je ferai l'autopsie. Il est tombé à la renverse, s'est cogné la tête sur cette table, sauf qu'il n'a pu le sentir, notre homme était déjà mort. C'est toujours les mêmes qui ont de la chance. L'heure du crime? Sous réserve bien sûr, mais je dirais entre 8 et 10 heures hier soir. Je serai plus précis quand j'aurai fini son autopsie. Vous semblez très préoccupé en ce moment, inspecteur. Ouais, je tiens une moyenne d'un cadavre par jour cette semaine. Vous avez tout noté? Tu te sens comment? Ça va mieux que tout à l'heure. Vraiment désolé. Tu sais, c'est tout à ton honneur et je trouve ça respectable que tu sois écœuré. Et malheureusement, avec l'habitude, ça passera comme une lettre à la poste, tu verras. Bon, qu'est-ce que tu dis de ce meurtre, hein? On a un tueur avec un flingue. On est bien avancé avec ça. Voyons, un directeur adjoint de banque se fait tuer. Garwood avait peut-être les clés de la salle des coffres. Là, chapeau, Clive. Ah, merci, patron. Téléphone à la banque. D'accord. Oh, quand tu auras ces messieurs, tu leur demandes si un cambriolage a eu lieu. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas jugé bon de nous en avertir? Vous êtes sûr que ça va aller? Vous ne voulez pas que je reste un petit peu? Je vous remercie. Ça va aller. Si c'est pas lui qui l'a... Où est-elle?
Enfin voilà, en gros, le fin mot de cette histoire, c'est que Garwood est retrouvé mort le lendemain de la découverte de Felton. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais d'après mon point de vue, je dirais que nous avons là les deux côtés du triangle infernal. Qu'allez-vous faire à présent? Oh, la même chose que d'habitude, aller sur le terrain, poser des questions idiotes en espérant des réponses intelligentes. Oui, pour la fillette. Oh, Tracy, oui, il ne faut pas oublier la petite Tracy, bien sûr. Eh bien, d'après nos investigations, elle aurait été vue à Londres et à Cornwall, à Douvres, dans un camion faisant route vers l'autoroute, vous voyez, dans un café à Leeds avec 2 Pakistanais mangeant une pizza, et devant un cinéma à Bromley avec un bonhomme en imperméable gris, enfin partout sauf à Denton. J'élargirai les zones de recherche demain, mais avec ce genre de témoignages, on ne fait que perdre notre temps. Oui, c'est certain. Je dois vous laisser, j'ai un repas officiel. Oui, chef, je ne voudrais pas vous gâcher l'appétit en parlant de nos recherches qui n'aboutissent à rien. Vous n'avez qu'à vous reposer sur l'idée que dans moins de 2 semaines, le génial inspecteur en chef Allen réapparaîtra, ce qui veut dire que la gamine sera miraculeusement retrouvée vivante et que notre squelette, soudain pris de remords, sera livré à la justice, apportant avec lui les 40 000 livres et brandissant bien sûr des aveux signés concernant le meurtre de Garwood. La pluie s'arrêtera de tomber, la pauvreté n'existera plus et la paix se répandra à travers le monde. Mais en attendant, votre dévoué serviteur repart sur le front pour tenter de faire avancer le schmilblick. Bon appétit, chef. C'est pas vraiment l'endroit où on s'attend à voir un directeur de banque à la retraite. Pas un mot sur Garwood, tu me laisses faire, d'accord? D'accord. Je m'attendais à votre visite. J'ai appris la nouvelle ce matin dans les journaux. Pauvre Felton, quand je pense que tout le monde était convaincu qu'il avait pris la fuite avec les 40 000 livres. Moi-même, c'est ce que je pensais. Vous souvenez-vous du jour du braquage, Monsieur Powell? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça nous aiderait beaucoup que vous nous en parliez. Ah, oui, bien sûr, excusez-moi. Ce jour-là, après mon travail, je suis rentré directement. J'ai reçu un coup de téléphone de M. Stephen Harrington, le directeur de notre succursale. Et il voulait savoir si nous étions en mesure de l'aider à transférer de l'argent liquide le lendemain matin. Les 40 000 livres. Mis à part vous-même et ce fameux directeur de notre succursale d'Exley. Exley. Qui d'autre savait pour le transfert? Oh, juste Felton et Garwood. Ce sont eux qui devaient s'occuper du transfert. Combien y avait-il de jeux de clés pour la boîte servant au transport? 2. J'en avais un jeu et Harrington, le directeur d'Exley, avait l'autre. En fait, voilà. Moi, mon rôle a été de mettre l'argent dans la boîte et de verrouiller la serrure au poignet de Felton. Je leur ai demandé d'attendre dans mon bureau jusqu'à 12h30. Puis, je suis allé à mon rendez-vous. Votre rendez-vous? L'enterrement de Madame Kingsley. Ah. C'était une vieille cliente de la banque, une dame fortunée qui est devenue une amie. Je me voyais mal ne pas lui rendre un dernier hommage. Quand je suis revenu de l'enterrement, disons un peu après 14 heures, j'ai téléphoné à Harrington, qui m'a dit que le transfert n'était pas arrivé. J'ai donc immédiatement prévenu la police. C'est ainsi que la voiture et le jeune Garwood ont été retrouvés sur le bord de la nationale qui va vers Denton. Ils m'ont demandé de vérifier si j'avais toujours le jeu de clés qui ouvrait la serrure de la boîte. Et, à ma grande surprise, quand j'ai ouvert mon coffre, les clés n'étaient plus là. Felton avait-il une clé du coffre de votre bureau? Oui, il en avait une. Oh, mais Garwood peut vous confirmer mes dires, vous savez. D'ailleurs, je suppose que vous allez l'interroger. Je crois savoir que Garwood ne se souvient plus de cette journée. Oh, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après avoir été frappé à la tête. Mais par contre, il peut corroborer mes dires sur les événements antérieurs à son accident. Ça, j'en doute, monsieur. On l'a trouvé avec une balle dans la tête à son domicile. On s'est débarrassé de lui comme de ce pauvre Felton. Oui, je suis là, ma chérie. J'arrive. Oh, tu m'as laissée seule, toute seule. J'ai eu peur que tu m'aies quitté. Tu sais que je n'aime pas quand tu t'en vas comme ça. Mais tu dormais, ma chérie, et puis j'étais en bas. Allez, calme-toi. Debout. Voilà. Qui sont ces hommes? Que viennent-ils faire chez nous? Ils sont venus voir comment tu allais, ma chérie. Allez-vous-en, messieurs, vous la rendez nerveuse. Ce n'est pas sa faute, elle est souffrante. Allez, chérie, tu veux que je te fasse un peu de lecture? Quelle triste fin. Et cette maison?
On dirait un musée poussiéreux. Avec toutes ces photos. J'imagine que ce sont des photos de leur fils. Ils devaient faire leur fierté et leur joie. Hein? Et leur fils, c'était leur fierté. Oui, oui. Sûrement, oui. Toutes ces recherches, et elle est morte si ça se trouve. Faut toujours garder espoir. Oui, il faut toujours garder espoir. Donc, soit Felton a œuvré tout seul et il s'est fait avoir par une tierce personne, soit il a fait le coup avec un complice et ils sont tombés tous les deux. Donc, qui est d'un avec mobile et de l'opportunité? Eh bien, à part ce monsieur Harrington à Exley qui est mort il y a 4 ans, 3 personnes savaient que 40 000 livres sortaient de la banque et comme Felton et Garwood sont morts, il nous reste le vieux monsieur Powell. Et si c'est vraiment Powell qui a volé l'argent, ma foi, vu sa condition de vie, il n'en a pas fait grand-chose. Hein? Oh, merci. Sauf si c'était pour une tierce personne. Frost, j'écoute. Alors, oui? inspecteur Barnard, ça va comme vous voulez? Oui, merci, chef. Oui. Aucun problème? Bien, D'accord. bien. Merci. Parfait, parfait. C'était notre équipe de joyeux lurons de la balistique. Est-ce que t'as les cigarettes que je t'ai données? Si, fais pas le malin, donne-moi une. Ils ont dit que la balle qui a tué Garwood hier soir était tirée avec la même arme que celle qui a tué Felton il y a 31 ans. Et d'après eux, c'est peut-être capital. Vous voulez dire qu'ils ont été tués par la même personne? Non, avec la même arme. Pourquoi tu m'as donné ça, idiot? Saleté! Johnny, je voulais savoir... Non, on n'a encore rien reçu. Oui, bien sûr. Entendu. Merci, monsieur. Je suis resté à son chevet. Toute la nuit, j'y suis resté. À essayer d'avoir de la peine. C'était ma femme et elle mourait et je ne ressentais absolument rien. Les choses ont pris mauvaise tournure il y a tellement longtemps. Quand on a su qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tout d'un coup, elle a changé. On a changé. Elle est devenue une maniaque de la propreté. Tout devait être bien rangé, nettoyé, astiqué. Enfin voilà, il suffit de me regarder. Et puis il y avait mon boulot. Je suis un homme de terrain, les bureaux, c'est pas mon truc. Mais évidemment, ça ne lui convenait pas. Elle voulait que je me batte pour une promotion, que je sois plus ambitieux, que je fasse quelque chose de mieux de ma vie. Quelque chose dont elle puisse être fière. Et tout ce qu'elle avait en face d'elle, c'était moi. Alors elle s'est mise à me détester. Oui, je le sentais. Je redoutais de rentrer à la maison, de voir son regard déçu se poser sur moi quand j'arrivais. Alors je ne rentrais plus. Je trouvais n'importe quelle excuse. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ça arrive à tout le monde. J'étais donc bien déterminé à la quitter. Et le jour où je vais trouver la force de lui annoncer, le docteur m'a appelé au poste. Elle avait un cancer. Elle n'en avait plus que pour 18 mois à vivre. Elle a toujours eu des problèmes d'estomac. Elle pensait que c'était les nerfs, quelque chose comme ça. Enfin bref, elle voulait comprendre. Elle pensait que ça l'aiderait à se battre. Mais elle a perdu pied. Elle s'est accrochée à moi pour la première fois depuis des années. En tremblant, elle m'a dit... Tu t'occuperas de moi, Billy. Tu t'occuperas de moi, Billy. Tu t'occuperas de moi, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit...
Bien sûr que je m'occuperai de toi. Bien sûr que je resterai, que je veillerai sur toi. Et puis là, je suis sorti et je me suis saoulé. J'étais d'ailleurs encore ivre quand on m'a appelé au sujet de ce forcené. Et je me suis retrouvé en face de cet homme qui me menaçait. Vous savez ce que je me suis dit? Tout ce que je me suis dit, c'est vas-y mon petit bonhomme, tue-moi. Parce que si tu savais comme je m'en fiche. Et pour cet acte de bravoure, cet acte d'héroïsme, j'ai reçu une médaille. Ça a été le plus beau jour de sa vie, je crois. Elle me voyait enfin en chapeau de forme à Buckingham Palace. Enfin, j'avais fait quelque chose et elle pouvait être fière de moi. Et je n'étais même pas là quand elle est morte. Je l'entends déjà d'ici. Tu vois bien, même là, tu me laisses tomber, Billy. Je ne pourrais donc jamais te faire confiance. Ça y est, j'ai une copie du rapport médical sur le gardien Albert Barrow. Vous vous rappelez, patron? Celui qui avait disparu après le cambriolage. Le médecin légiste écrit: bien que Barrow se soit cassé la jambe 18 mois auparavant, il n'y a aucune raison pour que cela l'empêche de poursuivre son travail. Il s'est cassé la jambe gauche, la même que le squelette battu. Ce n'est peut-être pas Felton après tout, c'est peut-être lui. Enfin, on en sera sûr que quand on aura les résultats d'analyse dentaire. Mais ça pourrait changer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Écoute, j'ai plein de trucs à faire, je te laisse. En attendant, je ne sais pas, moi, prends un thé, je serai de retour dans 1 heure. Et il était quelle heure quand tu l'as vu? À peu près 7 heures, un peu avant que je te téléphone. Tu peux me parler du fils, qu'est-ce que tu sais? Ben, j'en sais pas des masses. Mais d'après ce qu'on m'a dit, son parcours est plutôt étonnant. Il s'est engagé dans la RAF, s'est fait virer avec pertes et fracas. À propos d'une facture impayée, un truc comme ça. Il s'est lancé dans les vieilles bagnoles et l'affaire n'a pas marché. Là, il a monté une autre affaire et faillite. Il s'est retrouvé avec plus de créanciers qu'il n'y a d'eau dans ce plat. Ce qui veut dire que 40 000 livres auraient pu le sortir rapidement d'affaire. Ouais, ça aurait pu, mais le problème, c'est que le cambriolage a eu lieu en 1961 et que le mec s'est jeté sous un train en 1957. Désolé, Jack. C'est pas ton jour aujourd'hui. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Il y a un journaliste qui m'a dit qu'il avait parlé d'une part à M. Garwood et au directeur de la banque. Or, ce dernier lui a refusé l'interview. Et à l'époque, j'ai cru qu'il parlait du directeur actuel, M. Hudson. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il parlait de vous, M. Powell. Ce qui veut dire que vous saviez que le corps de Felton avait été trouvé bien avant que Garwood ne se fasse assassiner, alors que vous m'avez dit n'en avoir pris connaissance qu'en lisant les journaux du matin, c'est-à-dire après la mort de Garwood. Vous avez menti, M. Powell. Vous avez menti parce que vous les avez tués. N'est-ce pas? Laissez-moi parler à votre femme. Non, ma femme est au courant de rien. Je suis désolé, je dois l'interroger. Je vous en prie, non, n'y allez pas. Avez-vous toujours l'arme du crime? Oui. Je dois vous demander de me la remettre sur le champ. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me suivre au poste. Non. C'est hors de question. J'ai déjà reçu une médaille, Monsieur Powell. Je n'ai pas besoin d'une deuxième. Ok.
C'est bon. C'est parce que la boîte était vide, hein. C'est comme ça que vous avez deviné. On peut dire que c'est comme ça. Je le savais, en fait. Je l'ai su dès que vous l'avez trouvé. Mon cher fils, il avait tellement d'idées grandioses. Il se considérait comme supérieurement intelligent, mais les salauds avec qui il faisait affaire ont réussi à l'endetter jusqu'au cou. Alors cet idiot, pour sauver sa peau et croyant régler le problème, s'est mis à détourner la coquette somme de 25 000 livres sur le dos de ses clients. Dites donc, à l'époque, ça en faisait de l'argent. Une fortune. Il est venu me voir, ce n'était pas la première fois, me suppliant de l'aider. Comment pouvais-je refuser? À mon fils, la joie, la lumière de ma femme. Je m'étais occupé un certain temps des affaires financières d'une vieille dame. Elle s'appelait Madame Kinsley. Elle avait à peu près un demi-million sur un livret auquel elle n'avait pas touché. Elle me faisait entièrement confiance. Prendre les 25 000 livres fut un jeu d'enfant. Ça n'était pas non plus très honnête. Mais avoir un fils en prison, c'était impensable. Sa mère l'idolâtrait. Aujourd'hui encore, elle n'a pas idée du mal. Du mal qu'il a fait autour de lui. Donc vous avez volé cette dame sans le moindre scrupule. J'avais l'intention de la rembourser jusqu'au dernier penny. Un mois plus tard, il en voulait plus. Mais cette fois, j'ai dit non. Il m'a supplié, mais je suis resté ferme, lui expliquant que cette fois, il devait se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Il est parti à Londres, m'a écrit une lettre, et il s'est suicidé. Et sa mère... Sa mère a eu le cœur brisé, inspecteur. Et vous, vous êtes resté redevable d'une somme de 25 000 livres que vous aviez volée. Tant que la vieille dame était en vie, ça me faisait du répit. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans l'angoisse. Je remboursais ce que je pouvais, terrifié à l'idée que ma femme puisse... Enfin, ensuite, coup sur coup, il y a eu 2 choses qui me sont tombées dessus. Felton s'aperçut que j'avais volé l'argent. Il a commencé par me faire chanter, me menacer de tout dire à ma femme dont la santé était déjà... Puis arriva ce que j'appréhendais. La mort de la vieille dame. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ne s'aperçoive de la supercherie. Et là, une sacrée veine, oui, un coup de peau. On me demanda de convoyer l'argent. Il fallait le transférer sur un autre compte à notre succursale. Lorsque j'ai informé Felton que ce serait lui le courrier, il a immédiatement vu une occasion pour moi de rembourser l'argent volé et pour lui d'empocher le reste. Il avait tout manigancé pour que ça passe pour une attaque à main armée. Je devais m'éclipser pendant l'enterrement et faire semblant d'être en panne sur la route. Le jeune Garwood devait se garer et Felton devait le mettre KO. Et une fois revenu à lui, Felton devait lui dire qu'un homme armé et masqué les avait assommés tous les 2. Et pendant ce temps, moi, je devais retourner à l'enterrement, en prenant soin de relancer la boîte vide dans les bois afin qu'on la retrouve. Et où est passé l'argent? Les 40 000 livres? Inspecteur, l'argent n'a jamais quitté mon bureau, c'était ça la feinte. Personne n'aurait eu l'idée de le fouiller. La boîte était vide pendant tout ce temps. Donc la police se serait mise à la recherche d'un homme armé avec un sac plein d'argent, mais n'aurait rien trouvé parce que ni l'un ni l'autre n'existait. Bien pensé, ma foi. Mais vous avez eu un imprévu. Un imprévu, en effet. Il va bien, allez! Je te dis qu'il va bien! Le pare-brise, allez vite! Dégomme le pare-brise, dégomme-le! Les clés! Détache-moi cette putain de chaîne, allez! J'avais mis un costume noir avant d'aller à l'enterrement. Et en me changeant, j'avais posé les clés des menottes sur une pile de dossiers. Je les avais oubliées. Oh, tu les as oubliés, espèce de vieux fou! Felton! Felton! Je n'avais plus qu'une seule solution. Faire croire qu'il y a vraiment eu une attaque et que c'était l'œuvre de Felton. Je suis donc retourné chercher les clés de la chaîne pour faire croire que Felton les avait prises.
Sur le chemin du retour, je les ai jetés dans une bouche d'égout. La nuit était tombée entre-temps. J'ai emmené Felton dans les bois et je l'ai enterré. C'est seulement après que je me suis rendu compte de mon erreur. J'avais jeté les clés avant de remettre l'argent dans la boîte. Je n'aurais rien pu expliquer si l'on avait retrouvé le corps et la boîte ouverte. Ouverte, mais surtout vide. Je suis donc parti chercher une pelle et une hache. Et je lui ai sectionné le bras. Mais la chair avait enflé. Je ne pouvais pas enlever la menotte. J'ai enterré l'avant-bras. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis frotté les mains jusqu'au sang. À la limite, je peux comprendre comment vous en êtes arrivé à tuer Felton, mais pourquoi tuer Garwood? J'étais sûr que vous l'interrogeriez. Je ne pouvais pas courir le risque qu'il le dise à mon épouse. Non, je ne pouvais pas courir le risque. Car voyez-vous, j'aime ma femme, inspecteur, je l'aime. Elle est fragile et elle a besoin de moi. Je suis le seul en qui elle a confiance. Je lui suis indispensable. Sans moi, elle ne pourrait pas vivre et si je devais disparaître de sa vie. Je ne voulais pas tuer Garwood. Mais c'était ça. Patron! Patron, ça va? Monsieur et Madame Gérard Powell. Il a tué sa femme avant de se donner la mort, une sorte de pacte pour un suicide incommun. Les médias vont adorer. Le médecin légiste est sur place? Non, on les a envoyés direct à la morgue. Faut prévenir la famille. Il n'avait plus de famille. Ah. Le vieux Jack a reçu un coup sur le crâne, alors ne le titillez pas trop quand vous le verrez. Oh. Est-ce que ça va, patron? Oui, je te remercie. Il a fallu que tu défonces la porte. Ouais. J'ai cru que vous aviez des problèmes. Oui, ben c'était de la folie. Tu aurais pu prendre un pruneau dans la tête. Quand je pense qu'il a tué sa femme, il était dingue. Non. Il l'aimait, tout simplement. C'est plus la peine, le lait. Oh, bon sang. Quelle poisse. Inspecteur Frost de Centrale, est-ce que vous me recevez? Oui, évidemment, je vous reçois. Ne me dites pas que vous en avez encore trouvé un avec une balle dans le crâne. Non, Jack, on a retrouvé la gamine. Votre fille va bien, Linda. Elle va bien. On l'a trouvée comme ça, devant le service des urgences, droguée et enveloppée dans une couverture. Elle n'a aucune trace de violence physique, quelle qu'elle soit. Mis à part la bosse sur la tête, rien de grave. Je vais aller voir si on peut vous préparer un thé ou un café. Monsieur Frost. Alors, ça va? J'ai l'impression d'avoir passé toute ma fichue vie dans cet hôpital. Allez, sortons d'ici, allons remplir nos poumons de vapeur plus saine que celle de ces couloirs. C'est quoi ça? Ah, eh bien, les vêtements et la couverture dans laquelle elle Non, était. ça, les poils de chat, là, sur ta veste. Patron? Hein? Où sont-ils? Quoi? Eh bien, les chats.
Annie, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les enfants. Ils sont venus ici. Ils viennent me faire du mal. Ils jettent toujours des pierres, ils cassent les carreaux. Ils m'appellent la sorcière. Et dimanche dernier, elle est venue. La fillette. Et quand elle m'a vue, elle a commencé à me traiter de tous les noms. Où est-ce que les enfants apprennent des insultes aussi cruelles? Je réponds jamais, je crois toujours qu'ils finiront par se lasser, qu'ils vont partir. Mais cette gamine-là, non. Elle lançait des pierres en disant des insultes. Elle lançait des cailloux sur les chats. Et un de mes chatons qui était dehors, mon joli chaton blanc, elle l'a blessé. Il avait mal, il pleurait. Et de l'entendre crier, ça m'a mise très en colère. En colère pour tous les enfants qui viennent ici. Là, j'ai pris une grosse pierre, je l'ai jetée sur la gamine pour venger le chat. Et l'enfant est tombé. Et là, quand j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai paniqué. J'ai décidé de la cacher. Et j'ai nettoyé la plaie qui puissait le sang. Je lui ai donné un somnifère assez fort pour qu'elle s'endorme. Mais je savais qu'il fallait un docteur. Alors je l'ai déposée devant l'hôpital et j'étais sûre qu'elle vous dirait tout ça. Je vous attendais, inspecteur. Oh non. Je sais que je dois être punie pour ce que j'ai fait. Venez voir, patron. Si je dois être punie, je ne veux pas les laisser. Personne ne voudra s'en occuper. Personne ne voudra les aimer. N'est-ce pas l'ironie du sort, Frost? Si la mère était allée chercher sa fille, le corps de Felton serait probablement resté dans les bois 30 années de plus. C'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit, chef. N'est-ce pas l'ironie du sort? Je me rappelle avoir dit au jeune Barnard, alors qu'on emportait les corps de Powell et sa femme à la morgue, quelle ironie. C'est ce que j'ai dit. Bon, si vous voulez bien m'excuser, chef, j'ai de la paperasse à mettre à jour. Frost, je vous présente toutes mes condoléances pour votre femme. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit... Merci. Ah, j'oubliais, passez faire un tour aussi aux services sociaux. Pourquoi faire, chef? Une mère qui laisse sa jeune fillette dans la rue tandis qu'elle se sert de son domicile comme d'un lieu de prostitution est une mère indigne. Mais ça veut dire quoi? Vous voulez dire que l'on va lui retirer son enfant? L'assistante sociale en décidera. Mais elle l'aime, sa fille. Ça s'appelle assistance et protection de l'enfance. Ouais, je suppose que quelqu'un est obligé de payer pour les vols de nuit de nos hélicoptères. Elle doit payer, c'est ça? Et n'oubliez pas de me laisser demain votre rapport à la première heure. Garde la voiture. Rendez-vous dans la matinée, ok? D'accord. Tu as droit à ta panne d'oreiller. Passe me prendre à 9 heures. Patron. Vas-y, fiston, et amuse-toi. Machine à laver.